J'ai reçu la claque la plus difficile de ma vie, c'était quand j'ai découvert que ma fille elle avait un cancer. Soyez tous bienvenus à la 12e saison de Parentcast. Aujourd'hui, cet premier épisode, il est très spécial. Il est avec la collaboration de studio Vanessa Ota et Gringa Bijou. Et ça, c'est un podcast sans tabou et sans Soyez tous bienvenus. Alors, on vous présente notre invitée d'aujourd'hui. C'est une dame très spéciale avec une histoire très spéciale aussi. Et puis aujourd'hui, sûrement peut-être vous, les mamans qui êtes de l'autre côté, peut-être vous êtes en train de passer dans un moment très turbulent dans la vie et on vous amène cette personne pour vous dire que tout passe et puis tout c'est possible. Même les choses mauvaises, ils vont passer. Alors, je vous présente Angela. Merci, Vala. Merci pour l'invitation d'être ici présent à ce Parentcast. Oui. Oui, c'est avec plaisir que je suis là pour collaborer avec vous. Merci. Merci. Alors, nous, on a la collaboration de Gringa Bijou. Alors, c'est de Sarah, c'est une marque de bijoux de Sarah. Et puis, on aimerait te donner cette petite souvenir, ce cadeau de la part de Gringa Bijou. Ah, merci beaucoup. Voilà, tu peux ouvrir, prendre ton temps et aussi montrer à notre Les audience. styles portent bonheur, signer les contrats, puis ils sont là. Merci Sarah, merci Gringa. J'apprécie beaucoup. Parfait. Et pendant que tu ouvres, on aimerait dire à vous que maintenant on a un code de rabais. C'est le code CAST-VENTE, CAST20, CAST-VENTE. Et vous aurez le bénéfice d'un rabais de 20% sur les achats en ligne. On a le lien ici sur la description de vidéo également. C'est magnifique. Oh, c'est beau ça. J'aime bien. Je voulais un comme ça. Alors maintenant, je vais le porter. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci Gringa. Je vous conseille Gringa Bijou. OK? Gringa Bijou, bisous. C'est bien, tu peux utiliser là ça maintenant. Parfait alors. Merci beaucoup. Parfait, tu peux nous donner ici si tu veux aussi. Okay. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Faut pas oublier après. Non, c'est à moi. Hein? Merci beaucoup. Bon, Angela, on aimerait te remercier parce qu'on sait que tu as une histoire qui est très délicate, très touchante pour nous. Ça nous touche à nous tous, alors surtout les mamans, je trouve, les papas et les mamans. Et puis, pour parler de tout ça, il faut avoir beaucoup de courage. Et puis, on était très ravis quand tu as accepté notre invitation parce qu'on sait que c'est une partie de ta vie, que c'est pas facile de regarder un cœur et puis de les toucher. Alors, des fois, il y a des choses qu'on aimerait laisser la garder dans notre boîte, des choses, des survécus qui sont pas très bien, mais on les laisse la cacher. Mais toi, non. Tu as décidé d'ouvrir cette boîte et puis d'amener à les gens ton histoire et puis tu as une inspiration parce que sortir d'une situation comme ça, c'est pas pour tout le monde et puis c'est pas facile. Voilà, nous sommes vraiment ravis que tu as le courage de partager sur tout ça. Et nous sommes ouvertes à tes partages. J'espère que vous, les mamans qui vont nous écouter, vous arrivez vraiment à utiliser ça pour vous aider, pour ceux qui sont en train de traverser ça, qu'elle va nous raconter qu'est-ce qu'elle a vécu. Et voilà, tu peux partager un peu ton histoire avec nous. Alors, avant de partager l'histoire avec nous, alors on aimerait savoir c'est qui Angela? Alors, c'est qui Angela? Moi, je suis quelqu'un passionné, très intense. Je vis la vie jour à jour, un jour après l'autre. J'aime la vie, c'est ça. Ouais, j'aime la vie. Je suis là pour faire le bien, pour aimer. Tout ce que j'ai fait, c'est de ma passion. Donc, je suis quelqu'un passionné pour tout.
pour l'être humain, pour la vie, l'amour. C'est ça qui me touche, l'intensité. Tout sur moi, c'est intense. Donc, Ça, c'est beau. c'est ça, Angela. Ça, c'est beau. Alors, bon, Angela, je te laisse raconter cette période de ta vie, puis après, on déroule, puis je pense que c'est bien aussi qu'on marche un peu, c'est qui Angela avant et qui c'est Angela après cet épisode très délicat de la vie. Alors, tu peux nous raconter un tout petit peu de qu'est-ce qui se passait dans ta vie à partir de 2017? Ah oui. Alors, en 2017, c'était des périodes plus difficiles dans ma vie, laquelle que j'ai dû affronter beaucoup de mauvaises nouvelles. C'était pas facile pour gérer. C'était pas facile de gérer. 2017, c'était l'année qui m'a frappée. J'ai reçu la claque la plus difficile de ma vie. C'était quand j'ai découvert que ma fille elle avait un cancer. Voilà. Après une chute au camp de ski, ma fille elle a découvert un cancer très très rare. Je pense que je peux donner le nom. Oui, tu peux dire, bien sûr. Elle était diagnostiquée avec un cancer fibrosarcome épithélial et sclérosant, lequel où il y avait que 60 personnes dans le monde entier étaient frappées par ces cancers. Dans la littérature d'oncologie, près 1% seulement avec la chance de guérison. Donc, ma fille, elle était là-dedans. Malheureusement, malgré tous les traitements qu'elle a eus, tout ça, chimiothérapie, plus radiothérapie, voilà. À la fin, au bout de 2 ans, on a réussi à guérir le cancer. Donc, Anna Christina, elle est décédée à l'âge de 13 ans, en 2019, au mois d'avril, dans un mois, 6 ans qu'elle est partie. Et voilà. Et donc, c'était une période très difficile. 2017 jusqu'à 2019, c'était une période très, très difficile. Et après 2019, une autre période que j'ai dû affronter. D'accord. Alors, tu aimerais juste, parce qu'Amanda, elle est pédiatre, oncologiste, comme vous le savez, et puis tu peux juste expliquer un tout petit peu c'est quoi ce cancer très rare, et puis comment il affecte l'enfant, ou si ça donne aussi à les adultes, et puis alors comment ça se passe? Ouais. En fait, juste pour résumer, je vais profiter pour résumer un peu qu'est-ce qu'Angela a dit à notre audience. Elle a eu sa fille qui a eu un diagnostic d'un cancer des tissus mous à l'âge de 11 ans, qui malgré tous les traitements, elle a décédé, comme tu viens de dire, à l'âge de 13 ans. C'est vrai que ce sont des cancers rares. Et bon, aujourd'hui, depuis 2017, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Aujourd'hui, on a aussi des autres traitements qui peuvent faire. Mais je pense que c'est important aussi de juste faire une petite parenthèse aux mamans que nous sommes en train d'écouter, parce que parfois, quand on écoute une maman qui a vécu un cancer avec son enfant, tous les autres, ça déclenche aussi un peu une panique. Oh mon Dieu, est-ce que je dois faire des imageries? Est-ce que je vais faire des choses? Parce que je viens de penser à ça. Maintenant, il y a dans la média, il y a beaucoup d'infos par rapport à un enfant qui vient de décéder en Italie, d'une maladie aussi, d'un tumeur. Et en fait, ça peut déclencher aussi la panique, c'est pas du tout ça qu'on veut. Les cancers, ça reste quand même une maladie rare. Tu as dit ça plusieurs fois. Et moi, j'ai mis l'accent sur ça parce qu'on ne veut pas du tout mettre la panique sur les mamans, mais surtout qu'avec le vécu d'Angela, on arrive à vous donner des outils à ces mamans, non? Comme ça, c'est bien de réfléchir. Et en fait, c'est bien aussi que j'ai dit toujours aux mamans, comme Chris vient de dire, moi j'ai travaillé en oncologie au Brésil pendant 3 ans, c'est aussi de suivre, c'est pas avoir la panique, mais suivre l'instant. Comme tu as dit, elle était au camp de ski, elle a une chute, l'évolution elle était un peu bizarre, vous allez faire un peu déclencher tous les suivis qui étaient nécessaires. C'est surtout ça. Si vous êtes inquiète, vous dites, mais c'est bizarre, je sens quand même qu'il y a quelque chose, ça va pas, je sais pas expliquer, mais j'ai sentiment,
moi j'encourage les mamans à aller à l'avance, mais il faut toujours réfléchir, comment dire, donner un pas en arrière, réfléchir si ça c'est que la panique, l'angoisse, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment instinctif. Ça, je trouve que c'est bien. Et moi, j'aimerais savoir, je pense que c'est clair, non? Par rapport à ce que tu avais posé la question. Oui, t'as juste pas expliqué exactement. Ce cancer, il affecte que les enfants, les adultes, c'est Alors, les cancers. C'est à elle. Ah oui, là, les cancers, de façon générale, on peut avoir les enfants et les adultes. Après, les niveaux, les types de tissus, c'est différent entre les cancers des adultes et des enfants parce que les adultes, ils ont plus de cancers liés à tout ce que c'est environnement. Par exemple, là, j'ai beaucoup fumé, j'aurai un cancer de poumon. Et les enfants, c'est plus les genres de tissus, c'est des tissus plus embryonnaires, comme on dit, c'est des autres familles de cancers. Mais ça peut arriver avec les enfants et avec les adultes, mais ça reste quand même une maladie rare. Je pense que c'est surtout ça. D'accord. Moi, qu'est-ce que je voulais profiter et te poser des questions, Angela, c'est que quand j'étais au Brésil, j'ai beaucoup vu des mamans traverser ces périodes très délicates, très dures, et qui parfois, c'était comme Chris a dit au début, c'était une tempête parce qu'en plus du cancer, parfois il y a des mamans qui avaient divorcé, parfois il y a des mamans qui avaient perdu leur emploi, leur travail. Parfois, il y a des mamans, par exemple, au Brésil, que c'est un grand pays comme un continent. La maman qui était au nord, elle se déplace au sud, à São Paulo, pour faire un traitement. Il y avait beaucoup de choses liées à ça. Et je trouve que c'est un moment qu'on se sent vraiment démuni, qu'on sent que, comme tu as dit à un moment donné, qu'on n'a pas de force, qu'on ne va pas réussir. Qu'est-ce que tu dirais à une maman qui est en train de traverser ces moments-là? Alors, moi, comme j'avais dit, dans cette situation, c'est très difficile quand on a la tête chaude de prendre les décisions. Déjà, pouvoir vivre ces moments-là où la bombe atomique nous frappe, rester tranquille un peu pour se retrouver en nous-mêmes, parce que c'est pas facile de se retrouver après cette dévastation. Et pour reprendre les forces, voilà, au moins chercher ces forces-là qui, à ces moments-là, on pense qu'on n'a pas cette force, mais après, petit à petit, on découvre cette force en nous. Mais c'est en travaillant, c'est quand on se permet de vivre, par exemple, la douleur, qu'elle est là, elle est là. C'est pas absente, elle est là tout le temps. Donc, déjà, se permettre de vivre la douleur, pas négligencier. Il faut pas négligencer la douleur. Il faut accepter. J'ai dû accepter. J'étais forcée à accepter cette souffrance. Mais par contre, je l'ai pas permis de me bloquer. Au bon moment, j'ai dit, je dois avancer. Donc, je laisse la douleur, elle est là, je laisse elle à côté. La souffrance, elle est là, je laisse à côté. Les blessures, elles sont là. Elles sont visibles pour moi, mais pas pour l'externe. Mais elle est là, les blessures. Mais je laisse là. Et j'avance malgré tout. C'est comme, je me veux comme une guerrière, ou comme un phénix qui se naît de cendres, revient en vie. Donc, j'ai dû prendre toute cette force-là, les cendres-là, pour me refaire une nouvelle Angela, après, avec l'absence de son enfant unique. Et donc, je dois affronter. Mais je n'ai pas négligencé ma douleur, ma souffrance, mon deuil. Et donc, le secret, c'est ça. Déjà, accepter qu'on a vécu une situation pas normale. Parce que c'est pas normal qu'une maman elle perde son enfant. C'est pas. Mais j'ai découvert aussi qu'il n'y a pas une règle là-dedans.
Il n'y a pas une règle qui, c'est la maman qui doit mourir avant l'enfant ou l'enfant doit mourir avant la maman. Non, il n'y a pas une règle. Ça peut arriver et ça arrive tous les jours. Hein. Moi, c'est pas la première. Et donc, alors, ce que je conseille ces mamans-là, c'est de maintenir le calme, pas négligencer la douleur, et pas faire semblant que rien s'est passé. Mais pas écouter aussi les voix négatives qui viennent là nous frapper parfois. Et c'est ça. Je trouve, Angela, que alors, ça c'est très touchant, tout ce que tu as dit. Alors, et puis, voilà, donner cette pas, avancer vers la vie, et puis je dois le faire. Alors, parce que moi, je dis toujours, la douleur, c'est pour tout le monde. La souffrance, on peut les choisir. Si on veut souffrir, pour combien de temps, comment on veut souffrir, comment on va laisser ça nous toucher. Et c'est ça que tu as fait. Tu as dit, j'accepte ma douleur, j'accepte la situation, mais je décide que je ne vais pas rester à souffrir toute ma vie à cause de ça. Alors, même si, comme on disait avant de commencer le podcast, tu disais, alors il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments que tu descends vagues. oui, voilà, Ça exactement. monte, ça vient. Il y a des moments que ça va être très stable. la manque de la personne, ça va être énorme. Après, il y a des autres moments que ça va être un peu moins. Donc, c'est pas toujours stable, c'est pas toujours. Donc, et ça, c'est normal. C'est bien, on peut pas banaliser ça. Et puis, mais alors, moi, j'aimerais te demander si tu te rappelles des petits pas que tu as donnés au début pour commencer, quand tu t'es rendu compte, quand tu as dit oui, j'accepte ma douleur, mais je décide que je ne vais plus souffrir comme ça, de cette façon, je ne peux pas m'y arrêter, je dois avancer. Alors, parce que moi, je trouve que c'est pas, on commence pas de grand. Rien, il commence de grand. Alors, on commence à donner de petites parts, on gagne des forces tous les jours. Et puis, c'est comme une personne qui a la dépression. Et puis, ici, il vous parle quelqu'un qui connaît ça. Alors, quand on est dans la dépression, alors, les cas qui ont fait la douche, c'est déjà un petit pas pour les gens, mais pour nous, c'est énorme. Et puis, c'est ces petits pas qui te fait avancer. Alors, aujourd'hui, j'ai fait la douche. Demain, j'ai fait la douche, je me lave les cheveux. Alors, après-demain, j'ai fait la douche, je lave les cheveux et puis je brosse mes cheveux. Et après, je vais sortir au balcon pour prendre un peu de l'air. Donc, c'est toujours un petit pas. Alors, tu te rappelles de comment ça a été cette période et quels sont les premiers pas que tu as donnés vers cette recherche de guérison pour toi de toi-même? La recherche de guérison, les petits pas que j'ai pris déjà, j'ai pris du temps pour moi. Je suis passionnée pour la nature, promenade de la nature et j'ai découvert dans la nature ma guérison, haut potentiel de guérison, c'était la nature. La nature, c'était ma meilleure amie dans la période de deuil. Dans la période de deuil, c'est de me promener avec mon chien dans la nature. C'était une des premières astuces que j'avais déjà moi. Et donc, j'ai mis en pratique de me promener dans la nature. J'ai parlé avec l'univers, j'ai parlé avec spiritualité, j'ai besoin de force, donc j'ai travaillé ma foi aussi en Dieu. Il a foi en moi. J'ai dit, je peux surmonter cette phase et je peux réussir, je vais réussir, je peux pas rester là. Je dois trouver mon équilibre, malgré qu'il y avait un volcan dans moi qui voulait exploser. Les émotions, elles étaient là coincées. Et donc, je disais non, vous restez tranquille. C'est pas facile hein, de gérer les émotions. Vous restez tranquille, c'est moi qui décide. Alors, petit à petit, dans la nature, en regardant le ciel, l'univers, les constellations, les étoiles, je parlais. Et donc, peut-être c'était un peu de ma folie, en moi-même, mais ça m'a aidé beaucoup. L'autre astuce, c'était de trouver la nécessité de chercher un thérapeute aussi. J'ai trouvé un kinésiologue. Elle a pu m'aider beaucoup dans la démarche des blocages des émotions parce que mes émotions, elles étaient internes, très bloquées. J'arrivais pas à parler de ma fille. J'avais pas parlé de la douleur.
rien, c'était anesthésié. Donc, c'était un moment comme ça. Donc, j'ai dû demander de l'aide à thérapie kinésiologue. Et après, bien sûr, chercher un psychiatre, qui c'est pas mauvais qu'on est dans cette situation-là dramatique. Et donc, j'ai dû trouver un bon psychiatre. Et j'ai eu un suivi psychiatre. Jusqu'à maintenant, j'ai un suivi. Et j'ai conseillé tous les mamans qui sont dans la même, sont en train de passer cette même, vivre la même expérience que j'ai vécue. Demander de l'aide, c'est pas faux. Ça va vous aider à débloquer les émotions, évacuer les choses qu'on garde dans nous. Et donc, et aussi le psychologue à côté, ça m'a aidé beaucoup et ça m'aide beaucoup jusqu'à maintenant. Et donc, c'est pas facile, mais j'ai dû accepter de l'aide et j'ai dû chercher de l'aide. Moi, j'ai de la difficulté de demander de l'aide et d'accepter de l'aide, j'ai dû chercher de l'aide. Et donc, ça aussi, ça m'a fait une façon de ne pas négligencer ma douleur et la personne en moi qui en avait besoin. Et j'en avais besoin. Et là, j'ai dû chercher ces astuces, psychologue, thérapeute kinésiologue, la nature, c'est un médicament naturel pour tous. J'enlève mes chaussures, je me promène aux pieds nus et donc je me contacte, je m'énergise. Ça m'aide aussi pour le dos, dans tous les sens. Et c'est ça. Ça, c'est plutôt la connexion avec toi-même. Voilà, c'est ça que tu cherchais. Voilà. Tu cherchais de se connecter avec toi-même. Ouais. Et je trouve intéressant aussi parce qu'on disait aussi avant de commencer le podcast l'importance du simple, l'importance de mettre les pieds par terre, l'importance de juste faire une petite balade dans la nature. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde que nous sommes en train de courir tellement tout le temps et surtout pour quelqu'un, soit une maman qui a perdu son enfant ou quelqu'un qui est en train de traverser un divorce ou même un chômage, peu importe, une situation que c'est difficile, c'est le simple que ça fait la guérison, c'est vraiment terre à terre, regarder la nature, pas laisser cette voix autocritique. Faut pas trop chercher. Pas trop chercher, parfois le simple il est déjà là. Et une chose qu'on utilise beaucoup dans notre travail avec les mamans, c'est que la maman, déjà d'une façon innée, il a cet amour inconditionnel à ses enfants. C'est inné, c'est viscéral. Ça vient de ton ventre, cet amour que les mamans ils ont pour les enfants. Et en fait, ce que je trouve très beau dans notre travail, c'est qu'on aide les mamans à amener cet amour qu'ils ont à leurs enfants pour eux-mêmes. C'est comme ça qu'on arrive à amener cette bienveillance dans la famille. Et toi, par rapport à ce que tu racontes, je vois que ton enfant n'était plus là et tu as pris cet amour pour toi-même, pour te ressourcer, pour faire cet petit pas, si c'était vraiment de prendre cet amour pour toi. Et je voulais aussi profiter pour te poser la question parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y aura des mamans, des parents qui ont perdu les enfants, mais il y a aussi des gens qui sont dans leur famille. Il y a des gens qui sont, par exemple, une tante, une grand-maman, un grand-papa, et parfois ils veulent aider ces parents qui ont perdu un enfant, mais ils ne savent pas comment. Et avant, à un moment donné, tu as dit à nous que les gens qui venaient et qui voulaient t'aider, tu te sentais à un moment donné que tu te sentais étouffée. Ça m'a marqué ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces gens qui veulent aider une maman qui est en train de traverser ces chemins-là, ou un papa, par exemple? Alors, dans la période de deuil et après tous ces drames-là, c'est vrai que plusieurs personnes sont touchées par rapport à la douleur de la maman, de la famille, tout ça, veulent s'approcher et aider. Le conseil que je donne aujourd'hui, voilà, comme personne qui a vécu là-dedans, c'est que ces personnes-là qui sont proches, qui veulent faire quelque chose, la personne, parfois, pas besoin de parler trop. Juste
restez en silence, démontrez que vous êtes là à côté, vous êtes là disponible. Parfois, on n'a pas besoin d'écouter trop. Ah, ça. J'ai dit, on n'a pas besoin de la pitié. C'est le pire sentiment qu'un parent. Il a besoin de sentir à ces moments-là la pitié, ah, la pauvre, ah, il a perdu son enfant. Non, on a besoin de l'amour, de compréhension et d'accueillance. L'accueillance, c'est pas trop. Euh, on dit pas avec des mots seulement, mais parfois un câlin, de tenir la personne juste là, en silence. Ça, c'est la chose plus importante. Donner son temps juste pour rester là, démontrer que vous êtes présent. Et le jour que vous n'envoyez pas un message pour savoir comment on va comprendre aussi. C'est très touchant et puis je suis vraiment contente que tu as amené ça parce que moi, comme psychanalyste, c'est vraiment ce que j'ai travaillé sur quand les gens ils viennent pour moi dans un cas comme ça ou dans des autres situations et puis ils me disent comment je peux aider cette personne, je veux l'aider, je dis restez au côté, restez en silence. Montrez que vous êtes là mais sans rien parler. Parce que quand on parle trop, alors là, j'aimerais vraiment amener cette vision parce que quand on parle trop, par exemple, Angela, elle a perdu sa fille, ah, ça va passer. Alors, je suis désolée, mais la maman, elle ne veut pas que ça passe au début. Non. Elle ne veut pas que ça douleur la passe. Non. Elle a envie de dire, tu sais, vas-y te promener à ce pays-là. Parce que, c'est ça, non. Vas-y, loin de moi, quoi. Alors, tu imagines, tu perds ton enfant et quelqu'un il arrive pour toi et dit, ça va passer. Ça va passer, elle va bien. Voilà, elle va bien. Elle est mieux maintenant. Non, ma fille, elle est mieux à côté de moi. Mes enfants, ils sont bien à côté de moi. Alors, mes enfants, ils sont bien en vie. Alors, donc, voilà. Et quand moi, je dis rester en silence parce que quand on parle plutôt de nos croyances, de qu'est-ce que nous on trouve, de nos douleurs des fois, parce que des fois, on amène nos douleurs dans ces situations-là. Alors, à donner les outils à la maman. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Alors, ça, c'est vraiment pour les gens qui accompagnent quelqu'un qui est en train de vivre un moment comme ça ou n'importe quelle douleur, mais qui a besoin de temps. Alors, donner la présence. Dis, je suis là. Même si elle est loin, moi, je veux dire, on doit être toujours près du cœur des gens. On n'a pas besoin d'être devant les yeux. Moi, je voulais juste partager aussi un vécu. Je trouve intéressant ça que vous êtes en train de dire parce que ça m'a fait faire un voyage dans le temps. Et je suis revenue à Amanda, là, au Brésil, qui travaille en oncologie. Et il y avait un chef qui s'appelle Carlotte, qui a un travail ciblé pour les soins palliatifs. Et moi, c'est une chose que ça me passionne, je trouve. C'est très beau. C'est dur pour une maman, mais en tant que médecin, c'est beau quand même. Il y a une certaine beauté que les gens qui travaillent avec ça vont comprendre ce que je vais dire. Et en fait, là, je voulais apprendre ça. Comment je peux faire bien. Et comme un bon médecin, on a tous les guidelines, les protocoles. Et je disais, Dr. Hess, mais quels sont les mots-clés que je dois utiliser pour une maman? Parce que parfois, il y a vraiment cette phase terminale on voit vraiment l'enfant, il y a déjà les médicaments, il y a déjà vraiment, je parle déjà peu, qui sont déjà en train de faire son départ, on va dire comme ça. Je sais comment tu peux m'entraîner à avoir des mots-clés pour ces moments. Et je me souviens toujours, ça fait le chef de poule, comme on dit, hein. Elle m'a dit, Amanda, reste là. Tu as besoin de rien dire. Ta présence pour la famille, avoir un médecin qui soit là à côté, avoir quelqu'un qui représente les soignants à ces moments-là, qui représente l'équipe, qui donne la main, par exemple, qui juste donne la main et dit, nous sommes là, on va traverser ça ensemble. Ça, c'est très beau. Et ça me fait revenir à penser à ça parce que, surtout moi, que je suis une pupillette, parfois je vais parler et je vais savoir comment je dois bien accueillir cette personne. Mais comme tu as dit, c'est les regards, c'est l'accueil, c'est le silence. Le silence, c'est un accueil aussi. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, le silence. Hein? Je trouvais très beau ça, ton partage. Je trouve que c'est très important de respecter les phases, les périodes d'un moment comme ça, parce que, comme on t'a dit avant, alors au début, alors c'est cette bombe atomique qui tombe dans la maison et puis qui frappe tout le monde. Alors l'enfant, alors les parents, les frères, les sœurs et puis toute la famille autour.
Après, c'est OK, alors on a découvert ça, qu'est-ce qu'on va faire avec cette information? Quels sont les traitements qu'on va chercher? Alors, il y a ça, ça et ça et ça, je dois choisir les traitements. Alors, qu'est-ce que c'est le mieux pour mon enfant? Après, c'est l'espoir de que les traitements ils marchent. Des fois, un traitement il marche pas, on doit chercher un autre. Et puis, donc, c'est cette période-là. Après, c'est comment on commence, l'espoir il commence à partir et on commence à comprendre que malheureusement, notre enfant il va partir. Alors, même si j'ai déposé tous les efforts, oui, mais je pense, oui, je pense que c'est pas qu'on comprend, mais inconsciemment, on commence à se préparer pour ça. Même si on n'accepte pas, mais l'inconscient, il commence à te donner des informations Il ça commence à va, recevoir. exactement, ça va arriver. C'est très inconscient, ça c'est important de dire parce que Oui, alors exactement. on voit que personne il décède, alors surtout les gens qui en aiment Exactement. énormément, et puis on va toujours dire voilà, je veux que la personne est la guérir, c'est pas ça que j'aimerais pour mon enfant. Mais ton inconscient, il commence à t'envoyer des messages puis à te préparer pour cette situation. Après, il y a les décès de l'enfant qui arrivent. Les décès, il aussi arrive, c'est le choc de la perte. Oui. Mais c'est aussi l'histoire de je ne crois pas, je n'accepte pas. Après, ça vient la douleur. Après, ça va devenir la colère. Et puis, après beaucoup de phases, ça commence à adoucir les sentiments dedans. Et puis, c'est là qu'on commence à réussir à se regarder que c'est la période où tu es arrivé. Donc, les gens qui sont dehors, ils doivent comprendre qu'on ne peut pas sauter ces phases. Alors, moi, je ne peux pas. Alors, je perds mon enfant et puis je dois tout de suite me lever et puis aller travailler. Oui, on sait qu'il y a des gens qui font ça. Mais chaque être humain, il est unique. Et chacun, il vit de sa façon. Moi, dans cette période que je travaille avec les gens et puis j'adore les comportements humains et puis je vois des mamans qui sont perdues son enfant un jour et puis une semaine après, elle était au travail. Et puis, c'était sa façon de travailler avec sa douleur. Et puis, tout va bien. Mais je connais aussi de mamans que ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle est exactement stationnée elle est parquée à le même endroit où son enfant est parti. Elle est là, les jours que l'enfant. Elle n'arrive pas à avancer. Et puis, tout va bien aussi. Ouais. Chacun a son moment et son C'est rythme aussi. compréhensible C'est aussi. important de dire ça. J'ai connu des mamans, des parents qui sont dans le deuil depuis 20 ans. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils utilisent des médicaments, même antidépresseurs, tout ça, etc. Moi, par exemple, j'ai jamais utilisé d'antidépresseurs. Aucun médicament pour me calmer. C'est pas que je suis au contraire. Hein, si le médecin ou le psychiatre dit vous avez besoin de ça, vas-y. Aucune chose contre les médicaments. Mais par contre, la façon de gérer mes émotions, c'était tellement... Je travaillais, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai réussi une façon de ne pas prendre des médicaments antidépresseurs. Même que la déprime, elle était là. Être déprimée, c'est pas être en dépression à 100%, mais j'étais déprimée, des phases déprimées. Mais par contre, j'ai jamais pris des médicaments antidépresseurs. Mais rien contre ceux qui prennent. Parce que chacun a son processus, il a selon son besoin, oui, c'est là. Donc, il ne faut pas négligencer non plus. Si vous avez besoin de médicaments, antidépresseurs ou n'importe quoi, il faut respecter son besoin. Il faut respecter. Au niveau des médicaments, je pense que aujourd'hui, il y a tout un mouvement contre les médicaments et moi, je les comprends. Je les comprends vraiment. Je pense qu'il faut juste être humble et voir est-ce que j'arrive à surmonter cette situation toute seule. Est-ce que j'arrive à surmonter seulement avec une aide, avec un psychologue, un psychiatre? Est-ce que ça va? Est-ce que j'arrive encore besoin de médicaments? Il faut qu'on soit humble parce que les médicaments, c'est comme j'ai dit pour la plupart des gens qui ont peur des médicaments, c'est parfois il peut être juste un trampoline. Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'utiliser ça toute la vie, mais dans les phases aiguës, ça peut rendre service si la personne elle n'arrive pas à s'en sortir malgré toutes les autres thérapies. C'est ça, c'est important de clarifier oui, aussi. Ça c'est important. Et puis moi j'aime beaucoup amener cet exemple parce que alors voilà moi
je trouve que si on peut passer sans médicaments, alors c'est très C'est bien. magnifique. C'est magnifique, mais Et c'est alors, pas tout le monde. homéopathie Mais aussi. Hein. voilà, oui, on a L'homéopathie. l'homéopathie, mais moi j'ai donné l'exemple de on casse une jambe. Alors on n'arrive pas à marcher sans les béquilles. Si je vais sans les béquilles, je dois sauter sur une jambe. Je vais forcer cette jambe tellement, tellement, tellement qu'au bout d'un moment, je ne vais plus supporter. Alors, ni la douleur de celui-là qui est cassé, et puis ni la douleur de celui-là que je suis en train de forcer. Donc, les médicaments, les thérapeutes, la médecine holistique, les thérapies naturelles, alors les soutiens des amis, les soutiens de la famille, ça vient, c'est les béquilles qu'on a besoin juste pour commencer à avancer. Et puis après, alors, à le fur et à la mesure, alors, quand on voit qu'on va mieux, alors on commence à lâcher les choses. Mais alors, il faut se donner le droit aussi d'avoir ces béquilles. Parce que c'est ça les problèmes. C'est que des fois, on ne se sent pas, comment dire, on se sent pas, on sent qu'on n'a pas le droit d'avoir. Ces choses. Oui, voilà, c'est ça, c'est dans l'autre extrême. Voilà, Oui. exactement. J'ai pas les droits. Alors, parce que ma copine, ou ma grand-mère, ou ma mère, elle a vécu ça et puis elle a bien passé comme ça. Moi, je dois faire aussi de la même façon. Et elle a vécu sans médicaments, je dois faire exactement la même chose. Mais toi, tu n'as pas la même façon. De la même façon. Hein. Notre système, c'est pas pareil. Donc, c'est pas parce que ma maman, elle n'a jamais utilisé un traitement, ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin. Donc, c'est une question si. Moi, c'est vrai que j'arrive à gérer mes émotions, entre guillemets. Hein. Si je dois m'exploser, je vais m'exploser sans aucun problème. Mais toute seule dans mon coin. C'est là que je m'isole, je reste dans ma solitude, tranquille, pour vivre mes émotions. Sinon, je vais dans la nature, comme j'avais dit avant. Sinon, rien m'empêche de m'exploser. Hein. Si je dois m'exprimer, le volcan, il sort. Hein, et il va entrer en éruption totale intensité. Comme je suis intense, passionnée aussi, les émotions elles vont monter. Boum, c'est là. Mais c'est là que je prends recul. Je vais rester tranquille pour vivre mes émotions. Je me donne l'espace. Voilà. Elles sont là. Alors, je reste tranquille. Pas de contact à l'extérieur. C'est là que je deviens antisociale. Pas nier. Faut pas nier les émotions. Faut accueillir ses propres émotions. C'est le résumé de tout ça. C'est ma façon d'être. Bon, Angela, on marche vers la fin. OK. Et puis, j'aimerais juste te poser encore deux questions. La première, c'est dans tous ces schémas, qui c'était très douloureux, mais c'était aussi la découverte d'une Angela qui tu connaissais pas, d'une force que tu imaginais même pas l'avoir. Alors, c'est quel est le plus grand apprentissage que tu as là-dedans? Ça, c'est la première question. Alors, l'apprentissage, c'est que malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai découvert que j'ai un potentiel extraordinaire. Je suis fière de moi aujourd'hui. Je suis fière de moi parce que j'ai trouvé dans tout ça la résilience que je ne savais pas que j'en avais. Je pouvais la trouver. La résilience, résister les tempêtes, s'est reconstruit après tous les ouragans, la bombe atomique, dévastation, tout ça, s'est reconstruit. J'utilise toujours l'arbre Ginkgo biloba, c'est ma marque de résistance et résilience. Parce que quand c'est tombé la bombe à Hiroshima, au Japon, et l'unique arbre à résister à la bombe atomique, c'était la Ginkgo biloba. Et donc, je me trouvais là-dedans, donc la résilience. Donc, la Ginkgo biloba elle représente pour moi la résilience. Et donc, j'ai découvert en moi la femme résiliente, capable de tout. Oui, affronter maintenant. Personne ne peut me bloquer, ni moi-même. J'ai aucun droit de me bloquer moi-même. Donc, c'est qui avancé là-dedans. C'est joli ça. Et puis la deuxième question, c'est alors,
quand tu as décidé de commencer à parler les mamans, d'amener ta douleur, alors c'est quel ton but? Alors qu'est-ce que tu veux que les mamans qui sont de l'autre côté, ils sont? Et puis c'est quelle la certitude, la chose que tu veux qu'elle la garde plus dans d'elle-même? Alors, la certitude, c'est qu'ils ont des potentiels de survivre. Si je suis là, oui, c'est pour dire qu'eux, ils sont capables aussi de surmonter les épreuves. C'est pas facile. Une autre chose, tu peux formuler encore ta question, s'il te plaît? La dernière phrase. Dernière phrase que tu dernière phrase. laissais. Ouais. Un dernier mot pour ces mamans qui sont en train de passer dans un moment pareil, où ils sont déjà passés pour ce moment, mais ils n'arrivent pas à sortir de là. Oui, respecter les émotions, tout d'abord, et en sachant que toute phase, elle passe, même les mauvaises. Vous êtes courageuse et vous allez réussir. Si je suis là en train de parler de ça, vous pouvez aussi avancer. Et donc, ce que je vous conseille de continuer malgré le diagnostic, malgré la négativité des résultats, malgré même après le décès, vous pouvez continuer, vous pouvez surmonter les épreuves, surmonter les obstacles pour avancer dans un sens positif malgré vos blessures. Et donc, continuez, ayez confiance en vous, travaillez en vous, négligencez pas vos douleurs et ni vos capacités. Vous pouvez beaucoup de choses. Déjà, nous, en tant que maman, on est portail sacré. C'est que nous pour porter de la vie ici sur Terre. Donc, déjà, on a cette responsabilité-là. Et donc, négligencez pas vos côtés maman, vos côtés femmes, vos côtés humains. Restez dans l'amour vers soi-même. C'est ça, ma dernière Rester phrase. dans l'amour vers soi-même. Ah, c'est magnifique. Olha lá, on te remercie énormément hein, pour ces partages. On espère de tout nos cœurs, vraiment, vraiment. Moi, nous, on a eu une expérience similaire, moi, côté médecin en oncologie, toi, côté maman. Et en fait, notre but aujourd'hui, c'est vraiment que ça vous donne des outils, vraiment, que c'est difficile cette phase. C'est pas évident pour une maman, comme on a dit à un moment donné, on n'imagine jamais en tant que maman de perdre son enfant, mais existe une vie après ça. C'est surtout ça, je pense qu'on aimerait que vous gardez dans votre cœur, c'est qu'il existe une vie et Angela, elle a partagé un peu comment elle a fait pour surmonter tout ça. Je pense une dernière chose, une chose que j'ai décidé de laisser à côté aussi, pour pas prendre place dans ma vie pendant les périodes difficiles et après, c'est l'apport. L'apport, j'ai éliminé de ma vie. Et donc, je conseille les mamans aussi, laisser côté peur un peu à côté pour qu'eux puissent avancer avec du courage dans toutes les démarches. C'est le plus important parce que la peur, c'est le plus blocage dans la vie de l'être humain. C'est là qui nous bloque. Moi, je dis toujours comme ça, parce que beaucoup de gens disent comment j'ai eu le courage de venir au Brésil, de sortir du Brésil pour venir en Suisse. Et moi, je dis, moi, j'avais beaucoup de pères, mais j'ai mis ma paire dans ma valise et je l'ai amenée ensemble. Si la maman, elle n'arrive pas à éliminer la paire, mettez dans la valise et on prend avec et on va vivre, parce que c'est ça aussi la vie. On avance. Oui. Mais pourquoi la peur, c'est toujours de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et puis, quand on arrive à surmonter des obstacles comme ça, on voit qu'on est très courageux et puis qu'on arrive à faire n'importe quoi dans cette vie. Alors, je vous remercie énormément pour être ici avec nous. Alors, partagez avec une amie, avec la famille, avec les papas, la grand-maman. Regardez jusqu'à la fin parce que cet épisode, il était vraiment génial. Et puis, abonnez-vous sur la chaîne Parodcast ici. Vous
vous abonner là et puis activer la cloche, c'est Oui, ça? la cloche. La oui. cloche pour recevoir les nouveautés. Alors, vous pourriez aussi s'abonner sur notre Instagram, c'est parentcast.ch et Spotify aussi. Vous pourriez écouter cet épisode sur Spotify. Encore quelque chose à dire? C'est tout bon. J'espère que vous, si ça vous touche le cœur, faites que les autres puissent, faites arriver aux autres aussi. Et si vous aimeriez commenter quelque chose ici, c'est ça, à la maison pour commenter et puis aussi pour nous envoyer des messages en privé si vous aimeriez partager ou vous êtes en train de passer pour une période assez difficile. Ça peut être la perte d'un enfant, mais ça peut être aussi des autres choses. Alors, chacun a une douleur, sa douleur elle est unique et puis on négligencie pas la douleur. Et puis, vous pourriez nous envoyer des messages en privé, sûrement. Alors, on va vous répondre très vite et puis on va vous donner les outils.